Je vous souhaite déjà la bienvenue à tous. Merci d'être là ce soir. Hem, j'admets les gens qui arrivent en salle d'attente. Donc on est là pour l'événement, «L'intelligence artificielle au service de la santé», organisé par la communauté, ADN Santé. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente, donc Marina Mendoza, je suis, chargée d'animation réseau et communication chez ADN Ouest et facilitatrice de la communauté santé. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Juste pour vous donner quelques indications, pour du Zoom, vous savez bien, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui va se passer pendant, les 2 prochaines heures, donc évitez d'avoir, trop d'onglets d'ouvert. Installez-vous confortablement pour écouter, ce qui va se dire. On est en format réunion, donc l'idée, c'est que vous puissiez, ouvrir votre, caméra et votre micro, si vous avez des questions à poser. Si vous êtes un peu timide, c'est pas grave, vous avez le droit de poser aussi vos questions, dans le chat et on se chargera de les lire et de les poser à nos intervenants. Et à la fin de l'événement, on changera de logiciel pour ceux qui veulent, continuer à échanger, un peu plus librement, par petits groupes. Je vous expliquerai tout ça à la fin. Vous aurez évidemment un petit sondage comme d'habitude pour donner votre avis, sur ce que vous avez pensé de l'événement. Le déroulé, on va vous présenter un petit peu ADN Ouest et la communauté ADN Santé pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Valérie Audron devait nous rejoindre pour présenter le club business santé de la CCI. J'espère qu'elle va finir par arriver, sinon on présentera en quelques mots. Ensuite, ce sera les membres du groupe Panorama IA qui présenteront le résultat de leur enquête. On laissera ensuite la parole à Gilles Debune de Ozo AI pour présenter sa solution qui utilise de l'IA. Et ensuite, ce sera Victor Quéré du CHU de Brest qui présentera donc le projet d'intelligence artificielle au CHU. Voilà pour le petit déroulé. Je vais maintenant passer la parole à Éric Laurent, qui est donc le sponsor de la communauté ADN Santé et qui va vous parler un peu plus de ce qui se passe dans la communauté et dans ADN Ouest. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, une présentation d'ADN. Donc, ADN Ouest, c'est Agir pour le développement du numérique. Alors, dans l'Ouest, en Pays de la Loire et en Bretagne. C'est une association qui regroupe un large réseau d'entreprises, puisqu'on a plus de 640 structures. Ce n'est pas que des entreprises, excusez-moi, parce qu'il y a aussi des écoles et des universités. Donc, 640 structures. Vous voyez là, plus de 3700 membres. Et ce qui est important pour moi, une centaine d'événements par an. Donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est l'un de ces 100 événements annuels. L'association donc agit pour développer le numérique avec 4 enjeux majeurs: l'emploi et la formation, la transition numérique, la RSE et l'innovation. Et elle est organisée de manière, comment dire, assez matricielle avec plusieurs axes en fait. Un premier axe qui sont des communautés. Donc par exemple ici, c'est une réunion, un événement organisé par la communauté santé. Mais il y a aussi une communauté numérique responsable, une communauté infra et services, cybersécurité, stratégie digitale, data management, et d'autres communautés peuvent se créer en fonction des choix des membres d'ADN Ouest qui souhaiteraient créer une communauté. L'association met à ce moment-là à disposition les moyens pour que ça soit bien animé. L'association a aussi des programmes, donc 2 observatoires sur l'économie et sur les métiers et les compétences, un fonds de dotation, ADN Solidarity, qui finance des projets solidaires, et un accélérateur de projets innovants, donc ADN Booster, qui accélère des startups qui en sont déjà à leur premier stade de développement. L'association est aussi organisée territorialement parce que l'Ouest, c'est grand, donc il y a des pôles territoriaux qui permettent d'avoir des événements locaux, mais beaucoup d'événements sont aussi reproduits en distanciel, ce qui permet de couvrir bien tout le territoire. Et des cercles métiers aussi, donc un peu comme des communautés qui réunissent les DPO ou les DSI ou les CMO. Donc voilà, c'est une association très dynamique et dont je suis très content de faire partie. Et alors donc, au sein de cette association, nous avons créé depuis 1 an et demi pratiquement maintenant, la communauté santé. La communauté santé s'est donné 4 thématiques que vous voyez là.
comprendre les enjeux du numérique, mieux coordonner les parcours, mieux accompagner la prise en charge et mieux prévenir et diagnostiquer. Le modèle de fonctionnement, c'est un modèle très ouvert. Vous y trouverez ce que vous y apportez. Donc, c'est bénévole. Chacun travaille pour développer le numérique en santé. Ce n'est pas un club business, on ne fait pas des affaires, on fait des projets ensemble au bénéfice de la communauté. Et donc, on a choisi dans cette communauté de fonctionner en mode projet pour faire des choses concrètes. Donc, à ce stade, on a 5 projets qui sont lancés. Panorama EIA qui aujourd'hui va vous présenter un premier résultat, cartographie des acteurs de la santé, handicap et citoyens, hackathon et hacking health, et domicile et digital. Chaque projet a ses propres événements, donc et ses propres, ses propres chaînes Slack de travail. Donc, si vous souhaitez venir dans la communauté, c'est ouvert à qui veut venir, à condition de faire partie de l'association ADN Ouest, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez rejoindre n'importe lequel des projets, contribuer. Et l'idée, c'est que en travaillant ensemble sur des projets, on s'enrichit chacun et on y trouve tous ce qu'on est. On apporte ce qu'on veut bien y apporter, on y trouve ce qu'on veut bien, ce que les autres ont apporté. Vous pouvez voir en dessous qu'on a déjà organisé un certain nombre d'événements en 2020 et 2021. Et on a déjà des événements prévus sur 2022. Celui-ci, c'est le premier, mais il y en a d'autres. Marina, si tu peux avancer la slide, merci. Voilà. Donc, on a déjà 6 événements prévus sur 2022, mais ce n'est pas l'ensemble du programme. Chaque équipe projet a ses propres événements, ses propres réunions et ses propres productions. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous trouvez que c'est intéressant, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, venez faire un tour, venez voir, contribuer, et je suis sûr que ça vous apportera quelque chose. Merci beaucoup, Eric. J'ai Valérie qui me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Donc, je vais essayer de lui renvoyer le lien. Du coup, je vous propose qu'on passe directement à la restitution du panorama. Et quand Valérie nous aura rejoint, elle pourra présenter du coup, la CCI à ce moment-là. Je passe donc les slides et je vais directement à l'équipe Panorama IA et je passe la parole à Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'équipe Panorama IA, donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de dresser un peu du coup, une cartographie, un panorama de ce qui peut se faire en intelligence artificielle appliquée en santé sur le territoire du Grand Ouest. Donc, on est une équipe de 4 actuellement. Voilà, donc Alan Etem de Maestria, Vincent Lefol de Vive, Éric Laurent qui s'est déjà présenté, et moi-même, Marine Alnick. Donc, ce qu'on a fait depuis la création de l'équipe projet, c'était d'une part l'organisation des événements tels que vous pouvez avoir celui-là ce soir. On avait déjà organisé un événement similaire l'année dernière, en avril, où on avait fait intervenir deux personnes de l'entreprise qui nous avaient fait un retour d'expérience, l'entreprise RAMI sur le diagnostic en imagerie avec de l'intelligence artificielle, et puis l'entreprise Octopies qui, elle, fournit une solution d'anonymisation des données à l'aide de l'intelligence artificielle pour pouvoir protéger la vie privée des personnes qui fournissent leurs données de santé. Et là, ce soir, on va vous présenter le deuxième axe de travail que nous avons, qui est du coup de réaliser une enquête sur les projets et les acteurs en intelligence artificielle appliqués à la santé sur le territoire du Grand Ouest. Donc, c'était notre première édition, notre premier lancement l'année dernière. Et l'objectif de cette enquête, à terme, c'est de pouvoir mettre à disposition des acteurs du territoire,
que ce soit des acteurs de santé, des industriels ou des personnes académiques, une cartographie pour pouvoir mesurer un peu tous les acteurs et puis les projets qui ont de l'intelligence artificielle, qui intègrent de l'intelligence artificielle sur le territoire. Et puis, on espère, pourquoi pas, faciliter l'émergence de nouveaux projets, parce que si les acteurs sont facilement identifiables, ça va certainement aider à créer des synergies. Donc, on a lancé notre enquête l'année dernière. On l'a lancée en avril, donc justement lors du dernier afterwork qu'on avait organisé. Et puis, on a fait courir cette enquête entre avril et décembre. On a eu 30 réponses. Voilà, la difficulté qu'on a eue, évidemment, c'est de pouvoir diffuser ce questionnaire, le faire connaître. Donc, bien évidemment, voilà, on ne s'attend pas à ce qu'on vous présente ce soir soit exhaustif de ce qui peut se trouver sur le territoire, hein. On a essayé de le diffuser au maximum, c'est déjà une première version, et on espère pouvoir le faire continuer et puis le faire vivre voilà, année après année pour essayer de l'enrichir, d'avoir une couverture plus complète, et puis pourquoi pas, voilà, on est convaincu qu'il va y avoir de plus en plus de projets intégrant de l'intelligence artificielle dans la santé, donc il y aura certainement aussi plus de réponses. Donc le questionnaire reste ouvert pour justement 2022. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas répondu à ce questionnaire et qui pourraient être susceptibles de le faire, n'hésitez pas à leur transférer. Le questionnaire, il était constitué de 2 grands volets. En fait, on voulait offrir la possibilité, d'une part, à des acteurs qui soit utilisent l'intelligence artificielle, soit qui peuvent aider des projets en ayant des compétences autour de l'intelligence artificielle, donc de s'identifier en tant qu'acteur. Et puis également, on voulait pouvoir identifier les projets qui avaient lieu sur le territoire, pour pouvoir comprendre un peu plus ce que sont ces projets, quelles thématiques ils abordent, etc. Donc, le profil des répondants qu'on a pu avoir, donc je vous rappelle qu'on a eu 30 réponses en 2021. Donc, 32% des personnes qui ont répondu sont identifiées comme des startups. Donc, start-up, une entreprise voilà, en train de débuter son modèle économique. On a eu également des réponses de la part d'universités, 26%, des prestataires de services, 16%, et des industriels, 6%. Et puis après, c'était des établissements de santé, des groupes d'établissements ou des professionnels de santé qui présentaient des projets. Si on s'intéresse un petit peu aux effectifs, du coup, on a 30%, 30% des personnes qui ont répondu qui faisaient partie de grosses structures, ce qui fait sens avec ce qu'on a pu voir au niveau des catégories, puisqu'on avait pas mal d'universités et puis aussi des établissements de santé, donc forcément, c'est des acteurs avec des gros effectifs. Et également des acteurs avec peu d'effectifs, et voilà, 35% qui a entre 1 à 5 personnes dans leurs effectifs, ce qui rejoint aussi ce qu'on pouvait voir du fait qu'on avait quand même un bon tiers de répondants qui étaient des startups. On avait demandé aux acteurs donc, de se définir un peu sur quel champ thérapeutique ils peuvent aborder dans le cadre de leur projet autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'était une question à choix ouvert, hein. Donc là, il ne faut pas s'attendre à ce que les pourcentages, que la somme des pourcentages fasse 100. Hein. On pouvait répondre cocher autant de champs thérapeutiques qu'on voulait. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on a 41% des acteurs qui ont répondu qu'ils aient tourné autour de l'imagerie. On a eu aussi la biologie, la médecine, la génétique, la chirurgie, et puis aussi des choses autour de la maladie chronique et de la santé publique, hein, ce qui fait sens. Il y a pas mal de projets autour de ça en ce moment. On a pu identifier collège de prestataires, d'acteurs qui sont identifiés vraiment comme prestataires pour des projets
d'intelligence artificielle. Donc, dans ces prestataires, soit ça peut être des startups très locales, ça peut être des entreprises un peu plus importantes qui peuvent faire autre chose que de l'intelligence artificielle en santé. Et puis également, il y a eu aussi des centres, des acteurs de professionnels de santé qui se sont définis eux-mêmes comme prestataires, par exemple le CHU de Nantes ou un centre de pathologie. Et maintenant, je vais passer la parole à Alan, qui va vous présenter la suite de notre restitution. Merci Marianne. Alors, concernant les sources de données exploitées, une grande majorité des acteurs utilisent les sources issues des systèmes d'information hospitaliers. Vient après, en fait, tout ce qui est entrepôt de données régionaux, interrégionaux ou nationaux. On a également à 25% l'utilisation d'objets connectés et à 17% l'open data également. Donc voilà, des sources de données quand même assez diversifiées, mais qui se concentrent quand même beaucoup sur les informations de soins issues du système de santé. Concernant, on avait également demandé quelle technologie était employée par les différents répondants. Donc ici, en fait, on a eu à peu près tout le champ de l'intelligence artificielle. Ça va de la programmation logique aux statistiques jusqu'au machine learning et deep learning, avec quand même une bonne majorité d'acteurs qui sont qui utilisent des algorithmes de machine learning et deep learning. Sur des tâches assez classiques comme par exemple de la classification d'images ou classification de patients à partir de données historiques, également de la prédiction également, prédire quand un patient va décompenser, ce genre de choses. Et pour ça, les acteurs ils s'intéressent à des données tabulaires, par exemple des données qui sont issues des systèmes d'information, mais également tout ce qui est de l'analyse de séries temporelles, les traitements d'images, également de l'analyse du langage, et puis comme on le verra ce soir, également de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance de son. Et il y a également de la génération de données synthétiques. Concernant les différents projets, la majorité des déposants, c'était des universités ou des établissements de santé, et c'était des projets qui étaient majoritairement, qui étaient tous multipartenaires, avec un stade de maturité peu élevé, car on a eu 9 projets qui sont à l'étude de faisabilité ou au développement du POC, du proof of concept. 2 sont en stade de développement et on a eu un projet en validation clinique et un dernier en commercialisation. Donc ensuite, on a fait l'exercice de classer ces différents projets et acteurs en fonction d'un côté tout ce qui est le stade de maturité et de l'autre côté les différents pas champs thérapeutiques mais domaines d'intervention de grands domaines de la santé. Et on a remarqué en fait qu'elle avait beaucoup qui était soit sur l'aide au diagnostic, également, donc aide au diagnostic, ça peut être par exemple comme la société au droit qui elle est sur qui essaye d'établir un score de criticité de la prescription biologique. On a également l'ICO avec le projet Epicure qui essaye d'entraîner de la classification d'images sur des endoscopes pour détecter
pour détecter des tissus malsains à partir d'images dans nos scopes automatiquement. On a eu également pas mal d'acteurs autour du suivi du patient, comme Ozoi, comme on va pouvoir l'entendre tout à l'heure, ou avec la société Smart Macadam, qui, eux, se spécialisent autour de la maladie d'Alzheimer. Et également, on a eu pas mal de réponses autour de l'assistance à l'intervention. Donc voilà, des projets qui sont pas, par exemple, il y avait le laboratoire LS2N qui essayait d'établir un score de stress en bloc opératoire, ou également l'ICO qui travaille sur un projet d'aide également à l'intervention. Et puis, voilà, on a également dans la diapo suivante classé d'autres acteurs qui interviennent sur des processus qu'on va dire support, tels que la sécurité des données, la gestion des processus des flux ou la santé animale. Et là, voilà, pour ces acteurs support, en fait, on a eu en tout cas plus de projets ou de produits qui sont en phase soit de certification, soit en phase de commercialisation. Voilà, sans doute plus facile à mettre en place sur les supports. Et je vais leur donner la main à Marianne. Donc, voilà, on a essayé de faire voilà, c'est un exercice pas facile d'essayer d'analyser les résultats de cette enquête, mais quand même, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'il y a une très grande diversité des champs thérapeutiques et puis aussi, comme vous l'a présenté Alan, des technologies employées. En fait, finalement, notre enquête, elle reflète bien un peu la diversité de ce que le terme IA peut englober. Globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport aux projets qui nous ont été soumis, ils sont tous majoritairement assez peu matures, hein, encore au stade d'études de faisabilité ou des premiers des stades de développement. Donc voilà, on ne peut que espérer que tous ces projets vont prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et puis, essentiellement, on a vu que les projets étaient dans le champ de l'aide au diagnostic, de l'aide interventionnelle et de la gestion des flux. Donc voilà, ça c'est vraiment des premiers résultats. N'hésitez pas à nous poser des questions et en tout cas, on trouve ça quand même assez encourageant et puis voilà, on espère pouvoir faire une prochaine version en 2022 plus enrichie. N'hésitez pas à contribuer et à partager cette enquête autour de vous. Merci beaucoup, Marianne et Alan. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour les poser, à lever la main ou à les mettre par écrit. Oui, Valérie nous a rejoint. Tu as une question? Oui, j'ai une question. Je lève la main manuellement, du coup. Bonsoir à tous. J'ai une question, Marianne. J'ai vu dans le tableau là où il y avait un peu tout le monde, le LS2N. Est-ce qu'ils ont développé des projets, j'allais dire, façon pour eux, ou est-ce qu'ils sont en accompagnement et soutien peut-être d'autres projets, voire dans de la formation ou de la recherche pour d'autres? Et est-ce que peut-être d'autres projets ont travaillé aussi avec le LS2N? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'ils font sur l'intelligence artificielle, si tu en sais plus? Du coup, eux, ils ont soumis un projet. Alors, comme je ne sais pas si tu étais arrivé à ce moment-là, mais en fait, la plupart, l'intégralité des projets qui nous ont été soumis, on avait laissé une case pour indiquer s'il y avait des partenaires. Donc voilà, tous les projets se font à plusieurs partenaires. C'est jamais quelque chose de solitaire finalement lié en santé. Donc le LS2N, en fait, sur le projet qu'ils avaient soumis, je me souviens plus du projet, peut-être Alan pourra nous redire, mais en gros, ils intervenaient vraiment sur le côté mathématique du projet, mais en lien évidemment avec une vraie thématique métier.
Et leur partenaire, c'est le National Institute of Informatics à Tokyo. Donc, il y a un partenariat, mais carrément international, en fait. Hein. Effectivement, sur des calculs à partir de données de séries temporelles. Et il me semblait qu'il scrutait le bloc opératoire comment dire, pour établir un score de criticité et voilà, de savoir si si le bloc opératoire était dans un état de stress, enfin l'équipe, voilà, en écoutant et en observant les différents professionnels du bloc. Voilà, que c'était un des projets entre autres. Intéressant, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je vois que Loïc Herdelot, c'est pas une question, mais il vous dit bravo. Félicitations pour cette analyse de l'enquête. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remonter les slides pour laisser la parole à Valérie pour qu'elle présente le club Business Santé. Et puis après, on passera du coup, on remonte le temps, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Je suis désolée, hein, j'étais sur le mauvais lien de connexion, alors je vous attendais. Je n'étais pas au bon endroit. On est là. Désolée. Donc moi, voilà, je suis Valérie Audegonde, donc de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, en charge notamment de l'animation des filières. Et donc, j'anime 2 filières qui sont assez en lien l'une avec l'autre. La filière Silver Economy, que nous animons avec le Gérontopole depuis plus d'une dizaine d'années, et puis la filière santé, que l'on anime avec les partenaires. Je vous ai mis un certain nombre de logos en bas avec les institutionnels qui sont déjà aussi sur le champ de la santé, dont ADN Ouest, et puis le partenaire du CHU, bien sûr. Et la logique, c'était de se dire comment on peut réunir l'ensemble des entreprises du secteur de la santé, mais de manière large, hein, ça peut être des gens qui sont dans le bâtiment, dans le transport sanitaire, dans les équipements, dans la e-santé, bien sûr. Et donc, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est une communauté où il y a à peu près 130 entreprises qui sont réunies 1 à 2 fois par an. La logique, hein, assez basique, mais c'est favoriser l'interconnaissance entre les entreprises, puisqu'on voit bien que les entreprises se connaissent pas forcément si bien que ça entre elles sur ce qu'elles font, leurs projets, leurs compétences, etc. Et puis, c'est aussi leur permettre d'accéder aux acteurs de la santé, c'est-à-dire les financeurs, les établissements de santé, les associations. Donc, par exemple, à la dernière réunion au mois de juillet, on a permis au CHU et à Harmonie Mutuelle de pouvoir exposer finalement leur politique, notamment d'accompagnement dans les entreprises type partenariat sur l'innovation. Et on a en projet dans la prochaine réunion, et j'ai vu que Morgane était là, de faire présenter également l'ICO, qui a aussi tout un département maintenant innovation partenariat ouvert aux entreprises. Et puis, on organise aussi 3 rencontres par an de ce que l'on appelle le club Innovation Santé, alors qui est en fait une émanation du club Business Santé, mais avec cette logique innovation. Et là, je vous ai mis rapidement la logique de dérouler. On en a fait une première au mois de novembre sur la thématique du domicile et du digital. Et la prochaine sera le 28 mars sur le parcours de soins pour les personnes en situation de handicap en établissement de santé ou en médecine de ville, sur 4 étapes identifiées qui sont de la prise du rendez-vous, le déplacement, la consultation, le suivi. Finalement, quelles sont les difficultés rencontrées, l'accessibilité, et du coup, voilà, en termes de solutions, comment fluidifier, faciliter ce parcours de soins. Et en fait, le but, c'est d'inviter, on va dire, entre 6 et 8 pitchers, en fait, qui sont soit des porteurs de projets avec des solutions existantes qui peuvent être en cours de développement ou déjà développées. Ça peut être des porteurs de projets issus notamment du CHU ou d'autres établissements de santé. Ça peut être aussi des associations, par exemple, de parents. Ça pourrait être la DAPI, enfin voilà, des structures diverses et variées. Et donc, la logique, c'est que ces pitchers viennent présenter leurs solutions ou problématiques, et puis de pouvoir finalement, devant donc, les personnes de la communauté, chaque membre participant choisit un des pitchers et un des ateliers et va du coup pendant 1 heure, voilà, en toute bienveillance, confidentialité, aider le porteur de projet à formaliser, délimiter son projet. Souvent, on voit que le projet est large ou la problématique est large et du coup, le porteur de projet ne sait pas trop forcément à qui s'adresser, comment faire, etc. Lui donner son avis, lui donner des conseils, des contacts. Souvent, c'est quand même ça aussi qui est intéressant de pouvoir faire bénéficier de contacts d'autres personnes qui sont déjà sur le secteur. Et puis, bien sûr, après, voilà, il y a une restitution par les pitchers et puis une logique
après d'accompagnement sur l'année de ces pitchers. Donc voilà, c'est essayer de faire progresser, que la communauté santé fasse progresser des projets et des porteurs de projets innovants en santé. Donc, bienvenue à la CCI le 28 mars à 17h. Merci beaucoup, Valérie. Du coup, je vais couper mon partage d'écran et je vais donc laisser Gilles Debune de Ozoaï se présenter, partager son écran et du coup nous présenter sa solution. Merci beaucoup. Donc Gilles Debune, je suis directeur technique et cofondateur de la société Ozoaï. Je vous présente mes diapos en espérant que vous les voyez. Dites-moi si c'est bon. Ça marche. Parfait. Donc merci pour cette invitation tout d'abord. Je vais vous présenter la société et notre service qui tourne donc autour de la santé et de l'intelligence artificielle. Ozoaï est une entreprise relativement jeune puisque nous avons à peu près 3 ans. Créé en 2018 avec une expérimentation sur le terrain, je détaillerai ce que ça représente, démarré en 2019, une levée de fonds qui a suivi, quelques récompenses de renom. Et aujourd'hui, nous sommes donc une équipe d'une trentaine de personnes, majoritairement techniques, des ingénieurs, des thésards, qui travaillons donc dans le domaine de la santé avec une idée initiale qui est relativement simple et qui est illustrée par cette photo. Ce que vous voyez là, c'est quelqu'un pendant le confinement en télétravail qui est en train de surveiller ses enfants. Et la raison pour laquelle il surveille ses enfants, c'est parce qu'il a une oreille qui lui permet de savoir exactement ce qui se passe dans la pièce d'à côté et de savoir s'il doit intervenir ou non. Et c'est quelque chose qu'on sait tous faire intuitivement. On est capable de juger de ce qui se passe à côté grâce au son. Et donc, l'idée fondatrice de Ozo, c'est de comprendre l'environnement humain, spécifiquement humain, parce qu'on pourrait travailler sur d'autres domaines, mais nous, on se concentre sur l'humain, à partir de la donnée sonore. Et cette donnée, elle est très riche. Elle permet beaucoup de choses. Une fois qu'on a ce point de départ, on a choisi, nous, de l'appliquer à la santé et au bien-être, spécifiquement pour les personnes fragiles. Comprendre le son, c'est utile, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information? On peut aider les personnes isolées, comprendre ce qui se passe chez elles, au domicile, à l'hôpital, dans une chambre d'EHPAD. Plus généralement, les personnes fragiles, qui sont soit pour des raisons cognitives ou motrices, incapables de s'exprimer et d'accéder ne serait-ce qu'à un interrupteur, une montre, des choses comme ça qui pourraient les aider, mais qui sont pas accessibles à leur sens. Et donc, pour résumer, le but, c'est de comprendre, grâce au son, la situation, l'intention, et le tout sans contact. Et le sans contact est vraiment important, et c'est une des grandes caractéristiques que l'on a. Pas plus tard que la nuit dernière, il y a une dame qui est tombée chez elle. Elle avait une montre connectée qui détectait les chutes, sauf que cette montre, la nuit, ne la porte pas, et donc la chute n'a pas été remontée. Et c'est le capteur sonore qui, lui, est capable de repérer la chute, parce que le sans contact est vraiment une donnée importante. Ça veut dire sans stigmatisation, etc. Pourquoi le son? Encore une fois, c'est universel. La plupart des choses qui sont autour de nous produisent du son, et donc il y a quelque chose à en tirer. Il y a beaucoup d'informations. La preuve en est, vous êtes capable, depuis votre canapé, de savoir ce qui se passe dans la chambre et s'il faut intervenir. Un capteur est omnidirectionnel, contrairement par exemple à de la vidéo. Le capteur est très simple, hein. C'est un micro, ça fait quelques millimètres en taille, ça coûte quasiment rien. Ça permet des choses que d'autres ne peuvent pas. Il y a des avantages et des inconvénients. Nous, notre parti pris, c'est de dire que grâce au son, on va être capable de retirer beaucoup d'informations et d'être capable de produire un service. Il y a un autre aspect qui est important, c'est le respect de la vie privée. C'est beaucoup moins intrusif qu'une caméra, en tout cas. Mais pour vraiment respecter la vie privée, de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'humain ne doit pas être dans la boucle. Notre parti pris également, c'est que le son est analysé de façon totalement automatique, donc par une machine. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Comment faire en sorte qu'une machine soit capable de comprendre ce que l'oreille humaine est capable de comprendre, voire mieux, parce que la machine marche 24 heures sur 24, la machine est capable de beaucoup de choses. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable de mieux comprendre ou de comprendre cette très, très grande diversité
qui est la richesse sonore. Voilà. Donc, puisque tout le monde n'est pas, même si cette présentation est dédiée au machine learning et à l'intelligence artificielle, quelques diapos d'explication sur le machine learning et le deep learning, que vous connaissez peut-être, mais dans le doute, je me suis dit que c'était l'occasion. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de choses. Le principe du deep learning, c'est d'essayer d'imiter le cerveau en générant des couches, des neurones, quelque part, qui discutent les uns avec les autres. On parle d'intelligence artificielle parce qu'il y a cette analogie. Je veux tout de suite la démonter. La machine n'est pas intelligente en soi. Elle est un ordinateur, et n'importe quel ordinateur, c'est rien d'autre qu'une calculatrice. Simplement, c'est une calculatrice qui va très vite et qui fait beaucoup de calculs. Et donc, on compense par un nombre de calculs hallucinant une logique qui, fondamentalement, n'est rien d'autre qu'une suite d'opérations mathématiques. On obtient donc ce qu'on appelle un réseau de neurones, qui est constitué de millions de coefficients, qui chacun donne des poids, des choses, et qui sont chacun capables de faire certaines opérations, et qu'on espère être capable de repérer, par exemple, dans l'image du chat qui est là, certaines caractéristiques, comme les bords de l'image, pour repérer la forme, repérer des triangles ou des ronds qui représenteraient des oreilles ou des yeux. Et tout ça, c'est des coefficients mathématiques, c'est des opérations mathématiques, mais ces millions de coefficients, il faut les régler pour que la machine puisse donner un résultat intéressant sur la tâche qu'on lui demande. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, qui consiste à donner à la machine des exemples, beaucoup d'exemples, des milliers, des millions d'exemples, et pour chacun de ces exemples, de lui dire « voici ce que tu devrais obtenir ». Et c'est parce qu'on lui donne la solution, quelque part, qu'elle va être capable d'optimiser les coefficients dont j'ai parlé, en essayant d'être le plus précis possible et le plus proche possible des labels, ce qu'on appelle des labels, qu'on pourrait appeler le chat et le chien sur les images, des labels qu'on lui a donnés pour optimiser autant que possible ces coefficients. Cette optimisation, en fonction de la taille de votre machine, enfin de votre réseau de neurones, elle peut prendre quelques minutes, mais elle peut prendre plusieurs mois. Ça dépend de la taille du réseau. Et donc plusieurs mois de plusieurs centaines d'ordinateurs qui tournent en parallèle. Ça existe, hein. On en est à ce stade-là. Une fois qu'on a fait ça, il est important de mesurer la qualité du résultat en mesurant la performance sur des cas qui n'ont pas été présentés à la machine, et donc ce qu'on appelle un test set, qui est plus réduit, et qui permet, lui, de savoir si la machine a bien effectivement appris à reconnaître le chat, le chien ou d'autres choses, et non pas a appris à reconnaître uniquement ce qui lui avait été montré. C'est le risque d'overfit, c'est-à-dire de faire un système qui est tellement compliqué qu'il est capable de se dire je reconnais chacune des images séparément, mais je ne reconnais pas le contenu des images. Et donc, dans ce cas-là, votre modèle n'est pas extrapolable. Il a simplement appris par cœur à reconnaître les images que vous lui avez données en entrée sans créer l'intelligence réelle. Donc, il y a ce biais qu'il faut essayer d'éviter. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Nous, on travaille donc sur le son, et pour ça, on va capitaliser sur tout ce qui existe dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur les images, et en particulier tous les petits détecteurs de bas niveau qui permettent de repérer les choses intéressantes dans les images. On va faire ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire qu'on va partir de cette connaissance-là et ensuite rajouter la nôtre par-dessus en travaillant en l'occurrence sur les couches les plus hautes du réseau et en gardant les couches basses qui ont été pré-entraînées. Et ça c'est possible parce qu'un son, quelque part, c'est transformable plus ou moins sous forme d'un spectrogramme en une image. Donc on peut travailler là-dessus en utilisant l'état de l'art du machine learning. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut beaucoup plus que ça pour faire une application fonctionnelle. Ça, c'est la représentation actuelle de notre infrastructure. Chez nous, on a 4 pôles que vous voyez listés ici. Le premier pôle travaille sur la donnée, qui est le cœur du métier. Il faut, comme je l'ai dit, beaucoup de données pour entraîner la machine. Le modèle est aussi bon que les données qu'on lui donne. Et donc, notre premier produit est sorti après 2 ans d'expérimentation sur le terrain, 2 ans à comprendre, 2 ans passés sur le terrain, donc en l'occurrence dans des EHPAD. C'est là qu'on a choisi de commencer, pour une raison simple, c'est qu'on choisit de commencer par le plus simple, au sens sonore, et donc l'environnement de l'EHPAD est ce qu'il y a de plus simple et de plus répétitif, les chambres se ressemblent, et ensuite on progresse pour aller dans des environnements sonores de plus en plus compliqués. Donc on a travaillé avec des partenaires, travaillé
à obtenir des sons qualifiés, discuter avec des spécialistes pour savoir qu'est-ce que c'était qui les intéressait, quel type de son était utile, quel type de son était caractéristique. Il y a tout un travail sur la partie données. L'autre pôle de l'équipe, évidemment, ce sont les algorithmes, donc la partie entraînement et la partie élaboration de nos modèles. Et là, on travaille avec des thésards et avec des instituts de recherche pour garantir qu'on reste au meilleur niveau en suivant ce qui se fait de mieux dans le domaine. Mais même avec ces deux briques dont j'ai déjà parlé, il faut en plus tout ce qui est autour pour faire un produit. Et en l'occurrence, il y a un gros travail sur l'infrastructure. Comment faire en sorte que ces modèles puissent être entraînés en continu, que tout ce qu'on apprend sur le terrain puisse être réinjecté pour chaque jour améliorer la qualité de ce qui est prédit et donc du service qui peut être rendu. Et chacune des chambres surveillées représente un appareil, et ces appareils, il faut les suivre à distance, valider que tout fonctionne, vérifier le comportement, et donc tout ça se fait avec un quatrième pôle qui est le pôle des opérations, qui consiste à surveiller l'ensemble du service rendu au cours du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je ne sais pas s'il y en a à ce stade. J'ai l'impression, je pense qu'on peut continuer. Très bien. Rapidement, quelques étapes. L'entraînement, je l'ai dit, donc ça consiste à faire tourner une optimisation mathématique qui peut prendre, en l'occurrence, qui va prendre quelques jours, plusieurs jours de calcul sur des serveurs dédiés. Donc, on a une ferme de machines dédiées, ça utilise des GPU, qui sont donc des cartes graphiques parce qu'elles sont spécialisées sur certains types de calculs et vont beaucoup plus vite qu'un ordinateur standard sur ces types de calculs-là. La complexité là-dedans, elle est dans le fait qu'il faut constamment améliorer les modèles et donc constamment les réentraîner. Donc, il y a des travaux à faire de ce côté-là. Chez Ozo, on ne travaille pas avec un modèle, mais avec plusieurs modèles qui collaborent parce que chaque modèle est entraîné sur des données spécifiques pour repérer spécifiquement certains types de sons. Je pense par exemple on a un modèle qui ne travaille que sur la respiration, pour comprendre la respiration des personnes, parce que le micro est capable de repérer la respiration à plusieurs mètres de là. Un modèle qui va travailler sur le stress dans la voix, pour voir si la voix de la personne contient ou non du stress, etc. etc. Il y a aujourd'hui une douzaine de modèles, je dirais, plus ou moins complexes, qui chacun donne leur point de vue, et ensuite il y a tout un travail de regroupement de ces points de vue pour décider de l'importance et de la complexité et de l'urgence de la situation. Je vais vous présenter après le service qui est rendu à partir de ces modèles. Également, des outils dédiés qui ont été mis en place pour surveiller et monitorer à distance l'ensemble des dispositifs qui sont installés, comprendre ce qui se passe, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer que passer de l'IA et du machine learning à la pratique demande beaucoup d'infrastructures autour. Les deux sont nécessaires pour pouvoir passer à l'échelle. Ça, c'est un exemple de surveillance de métriques sur un micro donné, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans la pièce, vérifier que les données sont cohérentes, surveiller, avoir des alertes automatiques, etc. etc. Le service rendu, à partir de tout ça, maintenant, il est le suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, on se focalise dans un premier temps sur les chambres d'EHPAD et on va ensuite sur des applications plus compliquées, le domicile, j'en ai parlé, l'hôpital à Paris avec la PHP par exemple, le médico-social en général, le domaine du handicap également, avec justement le fait de ne pas avoir de contact et de comprendre l'intention est une vraie plus-value. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui comme service, c'est une surveillance en temps réel, en l'occurrence là sur cette image, des chambres d'un EHPAD. Donc, chaque chambre est dotée de ce micro connecté qui permet de la surveiller à distance. Et vous voyez ici l'image d'un téléphone qui est remis aux soignants et qui leur permet en temps réel de suivre l'activité grande ligne, enfin l'activité dans la chambre. Donc, ce qu'on voit, c'est en particulier le fait que la télé est allumée ou pas, le fait que la personne dort ou ne dort pas, d'autres informations de ce type-là qui sont représentées simplement sous la forme d'icônes. Et en cas de danger, en cas d'alerte, en cas de problème détecté,
on a une surveillance temps réel qui fait que le téléphone est prévenu, sonne, etc. Et que la personne, l'aide-soignant en l'occurrence, va être capable d'entendre à distance ce qu'il s'est passé dans la chambre. On ne peut pas écouter la chambre, on ne peut jamais savoir ce qui s'est passé, il n'y a pas d'enregistrement, c'est le seul contre-exemple. Quand il y a un cas d'alerte, alors on a accès à une toute petite partie, quelques secondes, qui permettent à l'aide-soignant de décider par lui-même de la gravité de la situation et de choisir la réponse adaptée. Et donc, c'est l'aide-soignant qui décide en fonction de cette information ce qui est le mieux à faire à ce moment-là. Et c'est important que ce soit elle qui ait cette information complète pour décider ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ça, c'est pour la surveillance en temps réel et les alertes. On peut, à partir de ces informations ponctuelles, travailler sur un suivi plus sur la durée. Et là, vous avez un exemple de rapport qui est produit. Ce que vous voyez là, c'est pour chacune des chambres d'un établissement, chaque chambre représentée par une ligne, la proportion de sommeil dans cette chambre-là pendant la nuit. Donc, le sommeil est représenté par une barre plus sombre, et on repère tout de suite les chambres dans lesquelles, par exemple, la chambre qui est tout en bas, la chambre 109, a un sommeil très régulier et plutôt conséquent de 8-9 heures pendant la nuit. Inversement, il y a des chambres beaucoup plus discrètes. On a repéré sur le terrain des cas où une personne dormait quasiment pas pendant plusieurs nuits, puis dormait quelques jours suivants. Et cette information-là, on l'a communiquée aux soignants qui étaient les premiers surpris parce qu'ils n'avaient pas cette information. La nuit, il reste un... Oui, je n'ai pas précisé qu'actuellement, le service se concentre sur les périodes de la nuit parce que c'est le moment où, justement, il y a le moins de personnel et c'est quelque part un moment qui est moins connu de ce qui se passe dans les établissements. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un bleu clair qui représente la télévision avec donc la troisième chambre dans le graphique là, qui visiblement passe une bonne partie de la nuit télévision allumée. Des choses comme ça qui sont fournies aux établissements et qui leur permettent d'avoir donc une nouvelle vision sur des informations qui sinon seraient relativement ignorées. L'avantage d'avoir ce monitoring 24 heures sur 24, ou en l'occurrence la nuit, c'est justement de pouvoir extraire ce nouveau type d'informations et ce nouveau service à destination des soignants et du personnel en général. J'ai peut-être été rapide, mais ça laissera du temps aux questions. La conclusion, donc, ce que je vous ai présenté, c'était donc ce que l'on fait aujourd'hui, une solution qui est actuellement commercialisée, qui est une application pratique donc des recherches en intelligence artificielle pour la santé. La donnée sonore est au cœur de ce qu'on a présenté. J'espère vous avoir convaincu de tout ce qu'elle peut apporter. On découvre et on continue à découvrir régulièrement de nouveaux services innovants qui peuvent être apportés grâce aux informations qu'on est capable de détecter dans les chambres. On est également très près du terrain, et donc c'est aussi beaucoup d'idées qui remontent du terrain. J'en donne une qui est originale et qu'on n'avait pas imaginée. Puisque les soignants ont un téléphone dans la poche, on va être capable, grâce, encore une fois, au son, de repérer les cas où le soignant appelle à l'aide. Le soignant, pas le résident. Et ça permet, en particulier dans les unités protégées, les unités Alzheimer, de repérer les cas rares mais dangereux où le soignant est agressé, ce qui arrive. Et à ce moment-là, ce travailleur, quelque part isolé, va être capable, en appelant au secours, de déclencher une alerte chez les téléphones de ses collègues qui vont pouvoir venir lui prêter secours. Donc ça, c'est une idée qu'on n'avait pas et qui est remontée du terrain, directement liée à l'utilisation du son, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément... on a plutôt besoin de ces deux mains, potentiellement, et le fait de ne pas avoir à sortir un téléphone, faire une manipulation, mais pouvoir faire en main libre un appel à l'aide, apporte une sérénité, quelque part, aux soignants qui travaillent dans ces conditions difficiles. L'autre point important, et qui est l'apanage de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est le fait que le service s'améliore continuellement. Plus le service est en place, plus il y a de la donnée, et si elle est bien exploitée, cette donnée, c'est la matière première qui va permettre d'améliorer les algorithmes du lendemain, et donc d'avoir quasiment en temps réel, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, on va dire, une mise à jour des systèmes qui fait que le service rendu s'améliore au fur et à mesure. Et donc, la conclusion finale de ce qu'on est capable de faire, globalement, c'est apporter un nouveau type d'information
parce que c'est ça qu'on est, une source d'informations nouvelles qui sert à la fois aux patients pour améliorer ses conditions de vie, mais également aux soignants chez qui ça enlève une bonne partie de la charge mentale. Donc, il faut voir que l'EHPAD la nuit, en pratique, c'est beaucoup de travail à l'oreille, de fait. Le soignant, seul dans son étage, écoute beaucoup ce qui se passe et c'est rassurant de savoir que ce qui se passe dans l'autre aile du bâtiment est surveillé pendant qu'une personne fait sa ronde. Et donc, une qualité de vie au travail améliorée. Mais plus généralement, on peut aller plus loin et préposer des informations qui sont utiles aux médecins, éventuellement, aux différents cadres de santé, à la direction, au groupe, éventuellement, avec des statistiques différentes entre les différents établissements, des choses comme ça. Bref, il y a beaucoup d'informations. Tout est exploitable là-dedans et on continuera à améliorer et à diversifier le type d'informations qu'on sera capable de produire avec cette donnée SODOR. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Gilles, pour la présentation. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Je vais lire. La première, c'est « Vous arrivez à bien détecter les alertes quand il y a la télé d'allumée ?» Ah, alors oui, ça, c'est possible. Évidemment, tout est une question de proportionnalité. Si la télé est allumée très très fort, c'est l'équivalent du mur de la caméra. Un bruit très très fort revient à bloquer quelque part ce qu'on est capable de repérer. Par contre, on a eu des chutes détectées avec une télévision allumée, ça c'est sûr. Donc tout est une question de rapport, mais bon, généralement quand il y a une chute, la personne crie fort. Donc quelque part, ça joue en notre faveur. Merci. Alors, une autre question. Avez-vous déjà fait des expérimentations en EHPAD? Je pense que oui. Oui, voilà, oui. C'était le premier endroit où on s'est déployé. C'est là qu'on a fait nos premières armes, il y a 2 ans de ça. Encore une fois, je l'ai expliqué parce que il y avait un vrai besoin. C'est pas nous qui avons choisi les EHPAD, c'est plus en discutant avec des différents interlocuteurs du domaine que les EHPAD sont arrivés à nous. Parce que la nuit est un moment très particulier dans les EHPAD où, en gros, la norme, c'est, enfin, je ne vous l'apprends peut-être pas, c'est en moyenne un soignant pour 40 lits. Et donc, un travail qui est très, très différent du travail de jour et dans lequel on avait une plus-value importante qu'on pouvait apporter. Donc, on a travaillé dans les EHPAD et puis ensuite, on s'est diversifié dans d'autres environnements relativement proches, mais avec chacun leur spécificité. Super, merci. Ma question, vous donner une info sur ce que pour enchérir sur ce que vous dites. Pour information, l'ARS des Pays de la Loire avait lancé il y a bien 2-3 ans peut-être un appel à projet sur l'amélioration des conditions de travail de nuit des salariés. Et c'est là vous auriez pu une solution qui a répondu, et il y a pas de solution présentée à l'époque. D'accord. Il y a 2-3 ans, c'était un peu court. Oui. Mais par ça reviendra contre, peut-être. En tout cas, c'est un sujet qui est à la connaissance aussi des ARS, quoi. Bien sûr, non, mais on suit complètement ce qui se passe au niveau des appels à projets et des différentes requêtes ici et là pour essayer de voir comment améliorer et travailler sur d'autres domaines, etc. Ouais. Et du coup, il y a déjà des EHPAD qui en sont équipés de la solution ou elle n'est pas encore commercialisée? Ah si, la solution est commercialisée. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit à l'oral. On a, je crois, à la date du jour, on a 18 EHPAD équipés, plus ou moins en nombre de chambres, hein, et certains EHPAD sont équipés intégralement, donc l'intégralité des chambres de l'EHPAD le sont. D'autres sont moins avancés et expérimentent davantage la solution, la testent. Donc oui, aujourd'hui, c'est déployé et ça fonctionne tous les soirs dans, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre 400 et 500 chambres actuellement. Et donc, tous les soirs, on surveille 400 à 500 chambres et on détecte, je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est très variable, mais plusieurs alertes par nuit, c'est sûr. Plusieurs cas graves par nuit et parfois des cas vraiment graves. Ok, merci. Chloé qui dit « Bravo pour cette super application. Travaillez-vous sur les émotions autres que le stress, joie, tristesse, anxiété, dépression, colère ?» Oui, c'est-à-dire que la littérature sur le domaine, c'est la littérature de détection des émotions. Donc, on s'est appuyé là-dessus. On a ces différentes émotions qui existent.
Aujourd'hui, c'est vrai que la première, celle qui nous intéresse entre guillemets le plus, c'est le stress, parce que c'est là où il y a le plus besoin d'intervention. Mais inversement, c'est pas fait aujourd'hui, mais on a les compétences pour peut-être travailler et obtenir de l'information justement sur la joie et la tristesse. C'est des indicateurs non pas de danger, mais de bien-être. Et le bien-être, je pense que c'est une vraie nouveauté qu'on peut apporter parce que on est au chevet de la personne tout le temps et on est capable d'avoir des informations que le médecin ou que l'aide-soignant n'a pas parce que eux n'ont qu'une vision partielle. Et je donne un exemple, pendant le Covid, on avait regardé l'évolution de la toux chez les personnes pour détecter les problèmes de toux et la fréquence de toux. Et on avait été capable de repérer dans une chambre une personne qui clairement avait une toux, une fréquence en tout cas qui augmentait beaucoup, et de prévenir les services locaux qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas repéré cette dégradation. Il se trouve que ce n'était pas le Covid chez cette personne-là, mais il y avait une autre pathologie qui avait pu être plus surveillée, ou en tout cas, je ne sais pas, ma tâche s'arrête avant celle du médecin. Mais plus généralement, le bien-être, par exemple, ça peut être aussi bête que j'ai froid. Quelqu'un qui appelle à l'aide, qui dit j'ai froid, qui se plaint d'avoir froid parce que sa couverture est tombée ou parce que sa télécommande est trop loin, que sais-je, c'est du bien-être. Ça ne demande pas une intervention immédiate, mais c'est le genre de choses qui peut être également détecté, enfin qui est détecté et qui est redescendu sur l'aide-soignant, encore une fois, qui choisira la meilleure réponse. Super, merci beaucoup. Une question sur l'entraînement du modèle et des données au fil des mois. Comment vous réingérez les données de la vie réelle si vous utilisez des technos MLOps, par exemple? Je ne suis pas sûre de bien dire comme il faut. Alors, MLOps, c'est une référence au DevOps, qui est la pratique dans l'informatique de travailler plus près des opérations, quelque part, de pas faire un silo entre les gens qui travaillent, qui font les algorithmes, et les gens qui les mettent en production. Ce silo, il a beaucoup d'inconvénients, et nous, donc, le MLOps, c'est la version machine learning de la chose, qui consiste, comme je l'ai expliqué, à avoir cette sorte de symbiose. Des data, c'est bien, des data seuls, ça ne sert à rien, du machine learning parfait sans data, ça ne sert à rien. Il faut cette symbiose entre de la donnée, des algorithmes et de l'infrastructure pour que tout ça tourne en boucle. Donc, c'est ça le MLOps. Oui, on fait ça. Oui, et le but de toute cette infrastructure qu'on a construite et qui est compliquée, hein, parce qu'en plus, on n'a pas on a des modèles, chacun est différent. Il faut que chacun voit des sons que l'autre n'a pas vus, sinon il triche. Il pourrait collaborer, des choses comme ça. Donc, il y a toute une complexité liée à ça. Et donc, oui, c'est ce genre de pratique-là qui nous permet d'avoir un entraînement continu et de faire en sorte que les sons d'une nuit soient réinjectés dans le modèle pour l'améliorer la nuit suivante. On n'en est pas à réentraîner tous les jours et toutes les nuits. Ce n'est pas forcément utile, on ira peut-être vers ça. Mais en tout cas, le principe est là. C'est de, aussi régulièrement que souhaité, pouvoir réentraîner le modèle grâce à ce genre de pratique. Oui. Ok, bah merci beaucoup. Ma question, c'est justement comment vous... Là, justement, vous avez parlé de réingérer les données de la nuit précédente, mais comment vous savez à quoi ça correspond? Il y a une phase de labellisation. Voilà, d'accord. Oui. Donc de travail manuel. Automatique ou manuel. Ah, ok. L'avantage du système, c'est qu'un modèle entraîné est capable de savoir ce qui se passe et de dire, bah, là, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Ça vaut la peine, ce son est unique, est intéressant. Ça vaut la peine d'aller le garder et donc éventuellement de l'écouter pour savoir ce qu'il y a dedans. La complexité, c'est ça, on a des millions d'heures d'enregistrement potentiel, puisque ça fait 2 ans qu'on accumule tout ça. Et la question, c'est qu'est-ce qui là-dedans est utile et qu'est-ce qui là-dedans doit être conservé pour entraîner les modèles. Donc, il y a un vrai problème de meule de foin et d'aiguille à régler. Exactement. Je suis en plein dans ces problématiques dans des projets au boulot. Bonne chance. C'est pour ça que je pose la question aussi. Mais merci beaucoup. Et merci pour la réponse. Avec plaisir. Et oui, du coup, ça se prononce bien à MLOps, donc c'était nickel. Merci. Du coup, une dernière question avant de passer la parole à Victor. Christophe demandait s'il était possible d'installer la solution dans un appartement ou une maison. Alors oui. Avec, comme je l'ai raconté, l'histoire d'aller dans des environnements de plus en plus complexes. Aujourd'hui, on a des expérimentations au domicile dans lesquelles on place plusieurs micros, puisque un micro couvre une grande surface, certes, mais s'il y a 2 étages, s'il y a une chambre isolée, que sais-je, bref, là, on a plusieurs micros. Ça ne change pas fondamentalement, on expérimente. Donc,
Mais bon, ça fonctionne. La preuve, je vous ai raconté cette histoire de montre qui n'a pas servi et de la chute détectée par le système. Donc oui, le domicile, c'est une extension naturelle avec une complexité accrue parce que vous avez des chiens, des camions de pompiers et des voisins et la famille et donc d'autres sources de bruit qu'il faut canaliser, qu'il faut apprendre, qu'il faut reconnaître. Et donc, c'est incrémental comme processus, aller vers de plus en plus de compréhension d'environnements de plus en plus complexes. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Je propose qu'on laisse ça pour la fin, pour les échanges. Juste dire où est-ce que vous êtes basé, parce qu'on est très breton ce soir pour les intervenants. Absolument. Donc, comme vous le voyez, je suis toulousain, en tout cas ce soir. L'entreprise a son siège à Brest avec une grande partie du personnel qui est à Brest. On est quelques-uns à travailler à Toulouse, d'autres à Paris, à Grenoble. Créé en plein milieu du confinement, on a un recrutement qui a été national et qui explique cette diversité géographique. Ça nous a bien servi pendant le confinement parce qu'on était tous en télétravail. Là maintenant, on consolide un petit peu. Plusieurs personnes se sont relocalisées dans la région brestoise. Et donc, le siège est à Brest et on a des superbes locaux qui donnent sur le port à Brest. Je peux vous envoyer des photos si vous voulez savoir ce qui se passe à Brest. Demandez pas à moi, mais aux personnes de l'équipe, elles pourront vous dire en direct. Super, merci beaucoup. Et bah, du coup, on enchaîne avec le CHU de Brest et avec Victor Quéré, que je vais laisser se présenter, pour ouvrir le micro et partager l'écran pour les slides. Bonjour. Merci. Bonsoir. Merci à Gilles qui a bien introduit Brest et puis toute la problématique, c'est bien, ça me rend la présentation plus facile. Alors, je vais essayer de partager mon écran déjà. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, c'est tout bon. Super, merci. Alors, bon, je vais vous faire d'abord, je vais présenter rapidement Victor Quéré. Je suis médecin en neurologie au CHU de Brest. Et donc, je voulais remercier déjà ADN Santé pour m'avoir invité ce soir, et plus particulièrement Marianne Alanic, avec qui j'ai eu le plaisir de partager une formation sur l'IA en santé dernièrement, donc, qui m'a contacté. Donc, merci beaucoup, Marianne. En plus, super présentation au début. Alors, je vais vous présenter plutôt un retour d'expérience, plutôt du côté médecin. Alors, entre médecin et tech un petit peu. Et quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des données là relatives aux accidents vasculaires, moi, je suis plutôt dans la branche neurologie vasculaire avec une équipe petite mais motivée au CHU. Et donc, c'est un petit retour d'expérience là pour le coup d'un projet qui est bien plus simple, qui justement n'englobe pas tout encore la partie technique qu'il pourrait avoir autour, plus ce qu'on voyait comme la plupart des projets qui sont des preuves de concept actuellement. Et voilà, je vais partager un petit peu mon expérience et puis les galères liées aussi aux données de santé qui, je pense, vont peut-être vous parler. Alors, le projet qu'on a mis en place, en fait, c'est l'objectif, c'est de comparer les méthodes statistiques traditionnelles pour établir le pronostic à la phase aiguë, donc quand les gens arrivent aux urgences et qu'ils ont un accident vasculaire cérébral hémorragique, essayer de mieux définir le pronostic vital à 30 jours. Donc décès ou vie à 30 jours. C'est un petit peu morbide comme objectif, mais vous allez voir que ça sert particulièrement. Le contexte, c'est celui des hémorragies intracérébrales. Comme son nom l'indique, c'est un saignement intracérébral. Et en fait, c'est une pathologie qui est un petit peu... c'est une population, si vous voulez, de malades qui est assez inhomogène. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types d'hémorragies, les deux grands types qui sont représentés ici. Des hémorragies plutôt lobaires, c'est-à-dire en périphérie du cerveau, qui sont en général liées à des pathologies de la personne âgée, et l'angiopathie amyloïde, et des hémorragies qui, au contraire, se font plus au centre du cerveau, qui sont en lien avec des facteurs de risque cardiovasculaire, au premier rang desquels il y a l'hypertension artérielle. Et contrairement au cousin, on va dire, naturel de l'hémorragie, qui est l'ischémie, donc quand un vaisseau se bouche, les accidents vasculaires cérébro-ischémiques, en l'occurrence, on a énormément progressé ces dernières années en termes de traitement, notamment pour ce qui est de
neurologie interventionnelle, donc la neuroradiologie interventionnelle. Autant pour ce qui est de l'hémorragie, là, on est complètement au point mort depuis des dizaines d'années. On a le pronostic qui est quasiment le même qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, avec encore aucun traitement, en fait, aucune étude thérapeutique qui s'est avérée positive. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la problématique énorme qu'il y a, d'autant plus que c'est une pathologie qui est très fréquente, c'est quand même 15% de l'ensemble des AVC, et il y a une mortalité qui est redoutable, c'est 50% de décès, entre 30 et 50 en fait selon les séries, à 30 jours, et la moitié de ces personnes décèdent dans les 48 premières heures, donc c'est des pronostics qui sont quand même très, très sombres. Aujourd'hui, donc, on a principalement des soins de support à proposer, et puis il y a beaucoup d'incertitudes en matière de prise en charge. Et donc, partant de ce constat, en fait, on pense qu'aujourd'hui, il y a une pensée dans la communauté scientifique qui étudie ce sujet, de dire que justement, c'est parce qu'on ne connaît pas assez notre population de malades qu'on a fait des études thérapeutiques sur l'ensemble des malades. On a pris tous les gens qui avaient une hémorragie intracérébrale, et on a testé les traitements sur tout le monde, en fait. Et on pense que c'est en partie responsable du fait qu'on n'ait pas trouvé d'effet thérapeutique chez les patients, parce qu'on ne définissait pas assez précisément leur pronostic à la phase d'entrée. Peut-être qu'il y a des patients qui avaient un pronostic qui était très sombre dès l'entrée, qui de toute façon n'auraient pas pu répondre au traitement, et qu'il y avait un bénéfice vraiment à apporter à des patients qui, au contraire, avaient un pronostic qui était intermédiaire ou même plutôt bon, et donc qui, eux, auraient bénéficié du traitement. En tout cas, on aurait pu prouver qu'il y avait un effet thérapeutique plus important. Donc, il y a un vrai... Là, c'est l'importance d'essayer d'étudier une population de patients et de mieux définir le pronostic. Jusqu'ici, ce qui est le plus utilisé, finalement, c'est des scores statistiques traditionnels, dont le plus connu est le score ICH. C'est un score qui date, ça fait 20 ans. Il a été fait aux États-Unis. Il est dérivé d'équations de régression logistique, donc c'est vraiment des statistiques traditionnelles. On utilise 5 caractéristiques des patients, et à partir de ces caractéristiques, on essaie de définir un pronostic vital à 30 jours. En fait, il manque beaucoup de précision, ce score, et il est peu utilisé en pratique, et donc on avait besoin d'un petit peu mieux. Et c'est partant de ce constat qu'à Brest, on a commencé à travailler sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour connaître le pronostic un peu plus précisément chez ces patients. Et on n'a pas été forcément, vous vous en doutez, les premiers à avoir cette idée. Dès la fin des années 90, il y avait déjà une étude anglaise qui s'y est intéressée, qui a fait un peu de bruit, qui a été publiée dans une très belle revue, et qui pourtant avait énormément d'erreurs méthodologiques. Je pense qu'en fait, c'était surtout des médecins qui étaient reviewers dans cette revue, qui n'étaient pas très entraînés à lire en fait des études qui parlaient d'IA et à étudier ce type de protocole. Et bon, c'est un papier qui est sorti avec 100% de précision sur le pronostic des patients à 30 jours. Il n'y avait que 100 patients. Ils avaient entraîné l'algorithme sur les patients qui étaient ensuite les patients tests. Enfin, c'était vraiment un peu limite. En tout cas, ils ont réussi à publier dans une belle revue. Bien joué à eux. Et puis surtout, ça a donné de l'élan un petit peu à plein d'autres équipes qui ont travaillé sur le sujet. 7 autres études avec jusqu'à 423 patients par étude, 20 variables. Et puis, ça a donné lieu à une méta-analyse, donc un regroupement de toutes ces données pour essayer de voir un petit peu quel était le résultat global. Et le résultat global, il est de dire que l'IA fait un petit peu mieux que les statistiques classiques pour définir le pronostic. Par contre, les critiques qui sont faites, c'est que ça manque de transparence. Ça, c'est vraiment un reproche qui est fait régulièrement aux algorithmes d'IA qui sont connus pour être souvent un peu trop boîte noire, en tout cas dans le domaine médical. Et puis, il reprochait aussi le manque de traitement des données manquantes, parce que c'est des données qui, pas comme là, quand on étudie le son, enfin, je pense que les données médicales sont des données qui sont souvent assez rares, en tout cas qu'on produit un petit peu à la sueur de notre front, il faut attendre d'avoir des malades, etc. Avec des objets connectés comme le son, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment les meilleures méthodes pour avoir quelque chose de fiable. Là, quand on est avec des données de patients, c'est des données qui sont parfois de mauvaise qualité, avec beaucoup de données manquantes. Et là, jusqu'ici, tout le monde avait choisi d'éliminer en fait de leurs analyses les patients qui ont des données manquantes. Et finalement, nous, on s'est dit, on n'a qu'à reprendre les projets passés et puis on va développer un modèle pronostic, donc standard, avec des statistiques standards, et on va le comparer
pour montrer que le concept fonctionne mieux, à du machine learning. En fait. Et on voulait garder en tête le fait de vouloir rester interprétable, donc d'utiliser des algorithmes qui n'ont pas pour réputation d'être trop ininterprétables. Et puis, on voulait bien documenter le traitement des données manquantes. Et vous allez voir que ça, en fait, ça a été déjà beaucoup de travail et qu'on a découvert pas mal de choses sur le chemin. Alors, pour ce faire, on a utilisé les données du registre des AVC du Pays de Brest. Alors, c'est un registre dont on est fier parce qu'on y passe beaucoup de temps. Il y a 12 neurologues qui entretiennent au CHU dans le service de neurovasculaire ce registre. En fait, on recueille les données des patients donc, sur le territoire du Pays de Brest. Donc, sur la carte, c'est tout le territoire présenté sauf Crozon, là, qui est en jaune au sud. Et en fait, on recueille donc les données des patients qui ont fait un AVC, donc là, ischémique ou hémorragique. En tout, là, on arrive à 9000 patients aujourd'hui. Ça a commencé en 2008. Et donc, quand il y a un patient à qui il arrive un AVC, on vient récupérer ces données, on les renseigne, puis ensuite, il y a un comité de relecture composé de neurologues vasculaires qui vient trancher sur les dossiers un petit peu compliqués et revérifier un petit peu les cas cliniques des patients. Et on a donc 360 000 habitants qui sont surveillés par ce registre. On a un système pour être sûr pour un petit peu voir si on est exhaustif ou pas dans le suivi des patients. On a un peu un système qui a été imaginé initialement pour le suivi des populations d'oiseaux, c'est-à-dire de capture-recapture, un peu comme quand on bague un oiseau et puis que tous les ans on vient rattraper un oiseau et regarder s'il a été bagué ou pas. Et finalement, ça nous donne un petit peu une appréciation de si on récupère souvent les mêmes oiseaux ou pas. Là, c'est un petit peu pareil, mais avec les finistériens. Et donc, on a comme ça, de manière prospective, on accumule des données. Et pour ce travail, on avait 738 patients qui avaient une hémorragie cérébrale. On aurait pu en inclure jusqu'à 1200. Et malheureusement, il y avait tout un problème de revue des données qui prend beaucoup plus de temps. Donc, on s'est contenté pour l'instant de 738 patients entre 2008 et 2017 pour ce travail. Et il y avait jusqu'à 25 variables étudiées par patient. Et donc, quand on a voulu voir pour les données manquantes, on s'est d'abord dit qu'on allait faire une analyse descriptive de nos données manquantes. Et là, c'est un histogramme par variable, donc les 25 variables en abscisse, du pourcentage de données manquantes. Et on s'est vite rendu compte que finalement, on a plus de 30% de données manquantes pour 3 variables, l'antécédent de Rankine qui est un score de handicap, la température à l'arrivée du patient, le taux de sucre dans le sang à l'arrivée du patient aux urgences, et que tout le reste, c'était globalement assez acceptable parce qu'on a la plupart des variables qui soit n'ont pas de données manquantes, soit sont en dessous 15%. Et là, c'est poser la question, pourquoi on ne ferait pas comme toutes les études jusqu'ici, c'est-à-dire on exclut les patients qui ont des données manquantes et on fait notre analyse comme ça. Et c'est là que s'est posé la question, est-ce qu'on a une répartition homogène en fait de ces données manquantes? Et c'est là qu'on a découvert quelque chose qui a été quand même un petit peu bouleversant pour nous. C'est ici, on a regardé la répartition des données manquantes. Donc en blanc, c'est des données absentes. En noir, ce sont des données présentes. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de données manquantes. Et donc en abscisse, on a les variables. Et en ordonnée, on a le score de Glasgow. Alors on estime avec ça un score de coma en fait. Donc en bas du graphique, en fait, la moitié basse du graphique, c'est des gens qui ont des problèmes de conscience quand ils arrivent aux urgences. Et en haut, c'est des problèmes, c'est des gens qui n'ont aucun problème de conscience, qui sont comme vous et moi. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des clusters de données manquantes pour les patients qui ont des troubles de la conscience quand ils arrivent aux urgences. Finalement, c'est assez logique. C'est assez logique. Un patient qui arrive dans le coma, quand on veut lui poser la question des antécédents, s'il fume ou pas, vous imaginez que c'est bien plus difficile. Donc ça paraît très, très simple comme ça, mais pourtant, il y a 8 études par le passé qui ont exclu ces patients-là d'emblée. Et en fait, quand on étudie les deux populations, avec ou sans données manquantes, on se rend tout de suite compte d'un truc, c'est que d'une part, quand on a des données manquantes, on a des volumes d'hémorragie qui sont bien plus importants, les AVC plus gros. On a un score de Glasgow plus bas, donc en fait, on a beaucoup plus de patients qui sont comateux. Et on a un pourcentage de décès qui change radicalement. Donc ça, c'est des chiffres qui sont significativement différents entre les deux populations. On a 33% de décès pour les gens qui ont des données manquantes, contre 13% quand on n'a pas de données manquantes. Donc finalement, nos collègues avaient travaillé sur des données où on était en train de faire des scores pronostiques chez des gens qui n'étaient pas la population cible en fait.
était en train de se tromper de population parce qu'on n'étudiait pas les données manquantes. Ça, c'est une chose que les statistiques classiques font bien, mais que le machine learning fait aussi très bien, gérer les données manquantes. Et donc, c'est ce qui a donné un petit peu le design de ce premier travail. On s'est dit, on va faire comme les études précédentes, on va faire un bras où on met seulement les patients qui ont toutes leurs données, et on met un bras où on prend les patients qui ont toutes leurs données, mais aussi les patients qui ont des données manquantes. Et donc, quand on exclut les patients avec des données manquantes, on n'en a plus que 258. Et quand on les prend tous, on en a 738. Et ces données manquantes, pour permettre aux algorithmes de travailler, on les a imputées, donc on les a remplacées artificiellement avec une méthode algorithmique particulière, c'est Predictive Mean Matching. Et à partir de là, on a fait nos fameux jeux d'entraînement et de test, là, dont Gilles parlait justement dans l'entraînement d'un algorithme. Et puis, pour chacun des jeux de données qui ont été créés, comme ça, on a fait un score statistique classique et on a fait du machine learning. Puis une fois que les scores ont été créés, on les a comparés à leur groupe de test. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le groupe avec imputation, c'est-à-dire quand on sortait pas les patients avec des données manquantes, déjà on évitait un énorme biais, un biais d'attrition, et en plus on permettait d'avoir une meilleure performance. Je vais vous montrer un petit peu la diapo phare de nos résultats, même si je suis obligé de faire court, donc je vais vous dire un petit peu ce qui nous a le plus marqué. Ce qui nous a le plus marqué, c'est que déjà, quand on prend que les données complètes et qu'on les compare aux données imputées, finalement, on a des résultats qui sont un petit peu meilleurs en termes de performance de prédiction. Donc là, plus le chiffre est haut, plus l'air sous les courbes est haut, plus nos algorithmes ils sont discriminants pour déterminer si les patients meurent ou pas à 30 jours. Et on s'est rendu compte que, en fait, c'est assez logique. Quand on inclut plus de patients, finalement, on a plus de puissance et donc on se retrouve avec des algorithmes un peu mieux entraînés. Donc jusqu'ici, ça ne cassait pas la baraque. Mais une chose qui nous a un peu étonné, c'est que finalement, quand on regarde l'air sous la courbe des différentes méthodes, utiliser des statistiques classiques ou utiliser du machine learning, en l'occurrence, on a utilisé un algorithme de forêt aléatoire, pour ceux qui connaissent, parce qu'il avait déjà bien marché dans le domaine et il souffrait moins de cette critique d'être peu interprétable. Et en plus, il est facile à paramétrer. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, les statistiques classiques ou l'intelligence artificielle, finalement, ce n'était pas très important. Et c'est vraiment ce que disait Gilles juste avant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, les données sont parfois extrêmement importantes, plus que la méthode. C'est-à-dire que je ne me targue pas de faire de l'intelligence artificielle au plus haut niveau mondial. Je fais quelque chose d'assez simple. Mais finalement, quand on fait quelque chose d'assez simple comparé à ce qu'on fait d'habitude depuis des années, finalement, quand c'est les données qui pêchent un petit peu, on se retrouve avec des résultats qui sont peu différents. Alors, quelles sont les perspectives de notre travail ? Les perspectives, elles sont les suivantes. D'abord, comment on peut améliorer nos résultats pour finalement arriver à un produit fini qui puisse vraiment aider les médecins, mais aussi les études thérapeutiques, parce que c'est l'objectif derrière, d'avoir une sorte d'application qui nous permette à l'entrée aux urgences d'un patient de dire il fait partie d'un groupe qui a effectivement un pronostic qui est éligible à être inclus dans une étude thérapeutique. Finalement, est-ce qu'on n'utiliserait pas des algorithmes connus pour être plus performants mais moins transparents? Parce qu'il y a cette question de l'explicabilité qui est hyper compliquée, qui est très débattue. Tout le monde, en tout cas en santé, dit que c'est effet boîte noire. Après, je ne connais pas beaucoup de médecins qui connaissent les études statistiques traditionnelles, je veux dire, qui sous-tendent les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc finalement, est-ce qu'utiliser une forêt aléatoire ou un réseau de neurones, quand on a quelque chose de très performant, est-ce que c'est si embêtant? Est-ce que finalement, le médecin, ce qu'il n'a pas envie, c'est d'avoir juste un retour des informations qui ont permis de trancher? Donc, c'est une manière de transmettre de l'information au médecin et pas forcément l'algorithme en tant que tel qui change grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, on travaille à l'augmentation de la qualité et de la quantité des données. Et là, c'est un travail qui est compliqué parce que ça veut dire qu'on doit essayer de recruter de plus en plus de patients. Donc ça se fait, on va dire, au rythme naturel et en espérant recruter le moins possible. Et finalement, on essaie aussi de se chaîner avec d'autres jeux de données.
c'est une grande mode en ce moment et ça met énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de défis réglementaires, notamment quand on vient se chaîner à un autre jeu de données. Et donc, on est en train de chaîner actuellement à des données génétiques locales, aux données du CEPI-DC, donc c'est les causes de décès, parce qu'on a maintenant un suivi de 14 ans pour certains patients. Et puis, on se chaîne aussi aux données du SNDS. Donc, on essaie d'agrandir un petit peu ce registre au maximum. Si ce n'est pas en termes de nombre de patients, au moins en termes de nombre de données par patient. Et puis, ma sensation, c'était que finalement, l'apport de l'intelligence artificielle, quand on utilise des données qui sont structurées, parce que c'est ce qu'on utilise, et c'est ce qu'utilisent en fait la plupart des études médicales dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on a des analyses de données qui sont en fait renseignées dans des tableurs. Ça, on le fait déjà bien avec des statistiques classiques. Il faut, je pense, pour vraiment apporter un gros plus dans ce domaine, utiliser des données brutes. Et donc, on est en train d'extraire les données d'imagerie de l'ensemble des patients qui ont eu des scanners à leur arrivée pour pouvoir faire tourner des algorithmes, là, en l'occurrence, faire du deep learning et de l'analyse d'images, pour essayer de définir le pronostic sur l'image de manière, on va dire, complètement autonome, puis de l'associer à nos données cliniques pour essayer de définir un pronostic de manière plus précise. Et puis, pour finir, on a un travail actuellement là, de thèse dans le service qui va commencer sur finalement quelque chose d'assez simple, c'est en fait faire du clustering, utiliser des analyses non supervisées en intelligence artificielle pour essayer de mieux explorer notre population de patients. Et je vais conclure là-dessus en disant que en fait, je pense que c'est vraiment super de travailler en IA aujourd'hui en santé sur des données médicales, parce que quand ce sont des données cliniques qui sont étudiées, finalement, c'est une belle opportunité d'utiliser des choses assez simples qui sont déjà utilisées dans plein d'autres domaines et juste de les appliquer à des données qui n'ont jamais été étudiées de cette manière. Et ça donne des résultats qui sont déjà intéressants. En tout cas, là, pour le lancement de cette thèse, on a déjà au sein de notre population de patients générale dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de patients qui sont différents et on est peut-être en train de classer différemment les gens qui font des AVC hémorragiques et donc de pouvoir finalement toucher au but avec quelque chose de très simple, de pouvoir dire à l'entrée d'un patient, il fait partie de tel groupe de patients, il ressemble à tel patient habituellement, et peut-être que chez ce type de patients, ils sont éligibles à un traitement alors qu'auparavant, on ne les aurait pas traités. Voilà, je vous remercie, et puis je suis bien sûr ouvert aux questions. Merci beaucoup, Victor. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que le temps file, les gens vont peut-être devoir partir au fur et à mesure. On a une première question sur combien de temps pour faire tout ce travail? En termes de temps de travail, en année, finalement, ça a commencé en 2008, donc l'accumulation des données, elle a commencé même, en fait, si on enlève tout ce qui était structuration du registre, mais à ce moment-là, moi, j'étais pas dans le service, ça a commencé en 2005. Et après, pour les médecins, c'est beaucoup de travail de recueil de données. Ça demande une grosse coordination, ça demande beaucoup de temps médical aussi, qui est passé plusieurs matinées par semaine où il y a des médecins qui remplissent juste des tableurs avec des données qui ont été récupérées. Donc, on ne se rend pas compte comme ça que c'est finalement si exceptionnel, mais c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à mettre en place parce que ce n'est pas du temps de travail qui est vraiment valorisé par le CHU, malgré que le côté universitaire dedans, c'est souvent fait un petit peu en off quand on a fini le travail clinique. Ça, c'est beaucoup de travail. Et oui, bien sûr, moi j'ai été accompagné informaticien. En fait, j'ai fait ça, j'ai passé, là ça fait 2 ans que je travaille avec l'IMT Atlantique que j'ai vu dans les diapos précédentes, là, voilà. Donc, qui m'ont accompagné sur le plan technique et puis qui m'ont appris un petit peu à ce domaine-là. Donc voilà, c'est pour ce travail en tant que tel, ça a été un an, ça fait 1 an et demi là qu'on a démarré vraiment ce travail-là. Puis après, pour les données médicales, vous comprenez que c'est beaucoup de temps aussi. Merci beaucoup. Il y a Stéphane qui a levé la main. Je peux lui donner la parole. Si, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir. Une petite question sur vous parliez de la quantité de données. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'envisager de récupérer des données d'autres CHU, des données anonymisées, bien sûr, mais pour augmenter finalement de façon beaucoup plus rapide la quantité de données analysées que effectivement espérer sur la croissance naturelle que vous avez on va dire, dans la région brestoise? Ouais, bah, c'est exactement, je pense, c'est dans l'air du temps de faire ça. Il y a... Ce que j'ai pas cité déjà, c'est qu'on n'est pas un registre. En fait, on est multicentrique, c'est-à-dire que pour couvrir l'ensemble du territoire du Finistère, on n'est pas un seul hôpital. En tout, il y a 6-7 hôpitaux qui participent. Donc, il y a par exemple l'hôpital de Morlaix, de Landerneau, mais il y a aussi les radiologues libéraux. Lorsqu'ils trouvent des AVC hémorragiques sur leur scanner, on vient les récupérer. On épluche aussi le registre des décès, etc., pour essayer de rattraper des AVC qu'on aurait loupés. Donc, on essaie déjà de notre côté de participer à l'échelle régionale. Et après, c'est la grande question du partage en fait, des données. Il y a un peu une guerre de chapelle qui est un peu embêtante de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un énorme travail médical qui est fourni pour recueillir ces données à l'échelle locale, eh ben, il y a un problème parce que en fait, les gens qui sont embauchés pour le registre et pour entretenir ce registre, par exemple, on a des biostatisticiens, des data managers, etc. En tout, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent et qui sont payées par ce registre. Bah, finalement, on est payé en partie par les publications qui sont faites à partir de celui-ci. Et donc, s'ouvrir et partager les données, c'est parfois aussi diluer le nombre de publications possibles, diminuer le nombre de points, etc. Et en fait, quand on essaie de participer avec d'autres centres hospitaliers, c'est pas toujours facile de s'entendre sur le partage des données et de comment faire. Mais clairement, on est hyper ouvert à ça. Et je pense que en plus de permettre d'avoir plus de données, comme vous le dites bien, eh ben, ça permet aussi d'avoir une validation parfois externe de notre travail. C'est-à-dire qu'on va créer un outil qui semble très utile à notre échelle locale, et puis on va pouvoir aller le tester sur une banque de données. Par exemple, il y a des registres sur les AVC, il y en a un très beau à Lille, il y en a un très beau à Dijon, pour ne parler que de la France. Et, et là, on essaie de se connecter justement à ces deux registres. Mais je vous dis, c'est toute une histoire à la fois technique et politique. Merci. Il y a Sonia Bourguiba qui a fait une remarque dans le chat, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Si elle veut prendre la parole pour préciser, elle a indiqué « L'imputation se fait en utilisant un panel de références spécifiques ». Alors, je ne comprends pas forcément la question. En gros, ce qu'on a fait pour ce qui est de l'imputation, c'est une méthode qui est assez fréquemment utilisée. C'est qu'en fait, on a utilisé ce qu'on appelle... je vais vous montrer en 2 secondes. Je ne sais pas si vous voyez toujours les diapos. Hop. Oui, on va. Quelques diapos supplémentaires. Voilà, on utilise du predictive mean matching. En fait, ce qu'on fait, c'est que pour chaque variable qui a des données manquantes, on crée un modèle de régression, c'est-à-dire qu'on essaie, imaginons qu'on ait quelqu'un on connaît la couleur des cheveux, on connaît sa taille, et on va essayer, et son poids, et on va essayer de déterminer la pointure de ses chaussures. Et parce qu'il nous manque une pointure de chaussure chez cet individu. On va prendre, à partir du poids, de la taille et de la couleur de ses cheveux, on va essayer de pondérer ces informations pour obtenir la réponse au mieux, grâce aux patients qui n'ont pas de données manquantes. Et donc, on crée un modèle de régression comme ça par données manquantes et par patient. Puis la deuxième chose, on effectue une prédiction pour chaque individu de cette manière. Donc, on va remplacer artificiellement la pointure de chaussure de tout le monde à partir du modèle qu'on a créé. Puis ensuite, on va sélectionner les individus qui ont la pointure de chaussure prédite qui est la plus proche entre les deux. Et on va récupérer la vraie valeur cette fois-ci, et ça c'est particulièrement intéressant, la vraie valeur observée pour la valeur prédite la plus proche. C'est-à-dire que si moi on prédit que je fais du 42 et qu'on connaît ma vraie pointure de chaussure et que c'est effectivement du 42, et que pour un individu on ne la connaît pas, mais on lui a prédit du 42 comme pour moi, finalement on va regarder moi ce que c'était ma vraie valeur, donc c'est du 42, et on va remplacer sa pointure par la mienne. Et ça nous permet d'imputer, donc de remplacer une donnée manquante, en essayant de le faire en pondérant vis-à-vis de données qu'on connaît de cet individu, pour essayer de le faire de manière la moins aléatoire possible, que ce soit le plus proche de la réalité possible. Mais là, vous comprenez tout de suite qu'il faut aussi des données qui traduisent un peu, enfin qui sont un peu logiques.
pour comprendre s'il y a une pointure de chaussure. Si on a juste la couleur de ma chemise et la couleur de mes cheveux, je ne suis pas sûr que ce soit très bien pour deviner ma pointure. Et l'avantage qu'on a de récupérer une donnée observée, c'est qu'on ne crée pas une donnée aléatoire qui n'existe pas dans le registre, on ne le déforme pas. On vient juste récupérer une pointure de chaussure qui existait déjà et qui semble être celle qui est la plus adaptée, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà un peu ce qu'on a fait. Et donc, on fait plusieurs boucles comme ça. Et puis, ça, au bout d'un moment, ça finit par converger vers une valeur qui, on essaie d'avoir la plus proche de la réalité possible, quoi. A priori, c'était bien la réponse Sur l'outil, attendue. tout à fait. Une dernière question. J'ai une dernière question. Vas-y, Marianne. Merci Victor, c'était super intéressant et une fois de plus d'insister sur l'importance des données et finalement avant de déployer une grosse artillerie lourde, de regarder un peu ce qu'on a. Et je voulais savoir moi si c'est plutôt une question plus générale, c'est-à-dire sur le contexte d'apparition du projet. Est-ce que c'est un projet qui a été difficile à mettre en place est-ce que c'était dur de trouver les financements ou de trouver des gens qui souhaitent s'embarquer là-dedans? Parce que voilà, on va utiliser de l'IA, c'est quelque chose de nouveau, il faut constituer la base de données. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça ou finalement c'était plutôt facile? Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que quelque part, moi, je l'ai fait dans le cadre d'un travail universitaire. Donc, quand on le fait dans le cadre d'un travail universitaire, bah, finalement, les financements, ils sont plus simples parce que c'est des financements publics. On doit montrer un petit peu, voilà, on doit faire un gros dossier, on doit aller le défendre devant des commissions. Et puis après, en fait, on a des bourses, quoi, qui nous sont données pour un temps de travail particulier. Après, pour ce qui est de trouver des partenariats, finalement, ça n'a pas été très, très difficile parce que il y a, les données de santé sont un petit peu rares. Il y a plein de projets à faire qui sont assez simples dessus. Et donc, on avait déjà entamé un petit peu une discussion avec l'IMT Atlantique. Et donc, ça s'est fait un petit peu naturellement. Par contre, je respecte énormément les gens qui entreprennent dans ce domaine parce qu'on se rend compte que de là à créer le projet et puis d'arriver, comme on l'a vu dans la présentation précédente, à avoir quelque chose qui se déploie sur le terrain, c'est extrêmement long et je pense qu'il faut des financements qui sont vraiment faramineux pour pouvoir payer une équipe pendant tout le temps nécessaire au développement et puis enfin à la commercialisation de quelque chose, surtout quand ça touche au domaine médical et aux données de santé. C'est vraiment hyper courageux et hyper brillant de réussir. D'autant plus que, on le sait, les données de santé, enfin, pour vous donner un petit peu les choses, en étant médecin, dans le service, en participant au recueil de ces données, pour avoir une extraction et voir respecter bien toutes les données de la CNIL et puis pouvoir moi y accéder parce que en fait j'ai codé pas mal en période de Covid, donc fallait y accéder par une bulle sécurisée, mise en place de la bulle sécurisée, etc. Ça a pris 7 mois déjà. Donc 7 mois entre eux, on avait déjà le projet, tout était prêt. Et ces 7 mois de travail, j'ai des collègues qui étaient partis en Suisse pour faire un travail sur le cancer du sein et l'analyse d'images, qui sont restés 2 ans en post-doc en Suisse et qui n'ont jamais eu les données. Jamais. Donc, un enfer. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation. Il y a plusieurs félicitations dans le chat. Merci aussi à Gilles pour son intervention. Et puis évidemment à l'animateur du groupe Panorama IA pour le résultat de l'enquête. Je vous représente juste les prochains événements à venir chez ADN Ouest dans les jours qui viennent. La semaine prochaine, on a une soirée découverte. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent et que vous avez envie de savoir ce qui se passe chez ADN Ouest, si vous êtes déjà adhérent mais que vous ne connaissez pas encore tous les multiples services que Eric a présentés au tout début, c'est l'occasion de venir découvrir un peu tout ce que vous pouvez faire chez ADN Ouest. Ce sera une soirée en visio avec l'outil que je vais vous présenter juste après pour pouvoir échanger aussi par petits groupes. On a un retour sur le CES qui a eu lieu début janvier à Las Vegas, qui va avoir lieu sur Nantes le 3 février. Et puis après les vacances de février, il y aura des événements en Vendée sur l'open source, à Angers sur les attaques cyber et une visio un peu pour échanger sur l'analyse de risque organisée par la communauté ADN Cyber. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse.
Si vous voulez, on peut maintenant basculer sur un autre outil qui s'appelle Wonder. Je vais vous mettre dans la conversation le lien. Normalement, c'est assez simple. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez vous prendre en photo et accéder directement à un site qui ressemble à ça. Donc, restez connecté encore sur Zoom le temps que vous arriviez de l'autre côté. Mais l'objectif de ce moment, c'est un peu que vous puissiez échanger avec les personnes avec qui vous voulez poser des questions, vous les rencontrer. Il suffit de cliquer à un endroit pour se déplacer une fois que vous êtes sur le logiciel. Vous pouvez cliquer sur une personne pour créer un cercle autour de cette personne pour pouvoir ouvrir sa caméra et son micro et échanger avec elle. Vous pouvez être jusqu'à 8 dans un cercle. Et vous pouvez donc vous déplacer comme ça pour aller voir les différentes personnes. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Si vous devez partir, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi.